Alors effectivement, si vous atterrissez sur cette vidéo, on n'a pas l'habitude ici de faire du format long en horizontal. Eh bien, bienvenue sur Capsule. Les formats courts, c'est habituel ici, mais il s'imposait un format long, surtout en format horizontal, pour ce Mercedes GLC. Vous le voyez, on a une dalle tactile assez impressionnante. Tout du long, 99,3 cm, 39 pouces d'écran. Alors, vous allez me dire, est-ce que cette débauche d'écran vaut quelque chose? Eh bien, Mercedes s'est donné du mal avec cette nouvelle génération de GLC pour proposer un intérieur différent de la concurrence. Le résultat est un peu mitigé. Pourquoi? Le BMW iX3 fait vraiment disruptif avec un intérieur repensé pour l'ergonomie, notamment avec le système du panoramique iVision et panoramique iDrive. Ici, finalement, si l'on a la nouveauté, sans avoir de séparation entre les écrans, on retrouve, quoi qu'il arrive, des écrans en enfilade. Dites-moi ce que vous préférez en termes de présentation à bord et en termes d'ergonomie entre le BMW iX3 et ce GLC. Et ce GLC, c'est aussi l'inauguration pour Mercedes pour ses 140 ans de la nouvelle architecture spécifique aux véhicules électriques Mercedes-Benz Electrical Architecture, MBEA. Le GLC en est le premier, la berline classe C électrique en sera dotée, les autres modèles arriveront un peu plus tard. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien déjà des fondamentaux techniques différents des autres plateformes multi-énergie, mais surtout une course à l'efficience. La gamme EQ qui a moyennement séduit, EQS notamment, était déjà très efficiente. Celui-ci reprend les fondamentaux mais change la plateforme et propose notamment une nappe qui va refroidir les batteries et les cellules sur ces véhicules les plus performants sur la gamme AMG GT et dont on va retrouver ici certains composants de batterie. 94 kWh de batterie, c'est beaucoup plus petit que notre BMW iX3 qui en propose quasiment 14 de plus en utile. Alors ça se ressent un peu sur l'autonomie, parce que là on est sur 705 à 710 km d'autonomie, 720 si on a les plus petits trous, on aura 805 km sur le BMW iX3. Ça se ressent aussi un petit peu dans le choix qu'a fait Mercedes de me proposer du 330 kW de recharge en pic, finalement 1 minute sur le 10 à 80 d'écart avec son concurrent BMW. Marginal. Et par contre, attention à bien prendre deux options primordiales, la recharge en AC à 22 kW, une option à 700 €, ainsi que la recharge en borne 400 volts, si vous avez l'habitude d'utiliser des bornes plutôt vieillissantes ou le réseau Tesla. Là aussi, une option à 700 €, puisque le véhicule avait été conçu directement pour recharger uniquement, dans le sens de l'histoire, vers des bornes en 800 volts. Cela étant dit, ce Mercedes GLC propose plusieurs versions. La version 250 qui arrive au catalogue ce 9 juin. On a la version 300 et on va avoir la version d'essai, le 404 Matic, le porte-étendard, 489 chevaux, 800 Nm de couple, un 0 à 100 abattu en 4 secondes 3 et surtout un toucher de route. Car ce GLC est un SUV assez bas finalement, avec seulement 14,3 cm de garde-sol. Il s'apparenterait plus à un gros break, certes de 4,84 m et 1,92 m de large, qu'à un vrai SUV, notamment le iX3 qui est beaucoup plus haut. Alors celui-ci va proposer un pack technique avec le Airmatic, suspension pilotée, pneumatiques qui vont permettre d'abaisser ou de monter le véhicule en fonction des situations, mode terrain par exemple, jusqu'à 50 mm d'un côté ou de l'autre. On va se retrouver avec un véhicule évidemment très haut, presque 20 cm, plus dans l'ADN d'un SUV ou d'un franchisseur. Alors attention, ce n'est pas un vrai 4x4 pour autant, mais la transmission intégrale permettra d'éviter les pertes d'adhérence et justement de contrôler des glissements en toute situation. Le véhicule donc est doté de cette technologie, couplée aux roues arrière directrices sur 4,5 degrés, ce qui permet d'avoir vraiment un véhicule assez aisé, agile, qui enrôle bien les virages sans avoir à mettre beaucoup d'angle de volant. Et on oublierait presque son poids pachydermique de plus de 2 tonnes 530, contrairement à son concurrent principal qui lui est un peu plus léger, 2 tonnes 370. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, que retrouvons-nous ici? Toujours finalement derrière le compteur l'affichage traditionnel, les infos de conduite. On aura également ici notre affichage tête haute. Tout ça n'est pas de série. De série, le GLC embarque un super screen et non un
ni hyperscreen. D'ailleurs, petite originalité, le GLC étant le premier véhicule chez Mercedes à avoir cette plateforme, c'est aussi le premier à inaugurer l'hyperscreen qui n'est même pas disponible dans les modèles plus luxueux comme la classe S restylée, le GLE ou le GLS. Petite originalité pour ce GLC. Vous le voyez, une fois qu'on a mis son CarPlay, ça a beaucoup moins d'intérêt. Une fois que l'on est sur l'écran GPS nativement intégré, on va pouvoir retrouver un espèce d'écran qui passe sous les autres surcouches. Évidemment, l'écran passager, je ne peux pas l'allumer même si j'appuie puisqu'il n'y a pas de passager assis sur le siège, il le détecte et n'allumera pas l'écran, tout simplement. On a des aides à la conduite qui s'activent, qu'on entend, qu'on peut désactiver très facilement juste ici, ou alors on a des menus qui ont été bien rangés, des raccourcis pour enlever le franchissement de ligne, l'alerte son ou même l'alerte de surveillance du conducteur et de fatigue. Des choses finalement assez pratiques. Cet écran fourmille de fonctionnalités, il est régi par le système MBOS, système propriétaire qui permettra de faire des mises à jour over the air comme la plupart des concurrents aujourd'hui et ainsi de rester tout le temps à jour. Il est également embarqué avec de la 5G permettant de réaliser ces mises à jour là, d'accéder à internet, des fonctionnalités avec un tiroir d'applications que vous pourrez retrouver notamment à l'arrêt lors de vos pauses recharge, avec YouTube, passer vos appels et vos conférences avec cette caméra embarquée, réaliser des photos. À noter que dans la navigation, on aura un planificateur d'itinéraire embarqué privilégiant les bornes 800 volts évidemment, surtout si vous n'avez pas l'option 400 volts, et privilégiant le réseau de recharge compatible Mercedes Me si vous avez la carte de recharge intégrée. Le plug and charge est évidemment de série sur cette voiture. Attention à ne pas vous faire avoir sur les options un peu trop alléchantes comme siège chauffant, ventilé, massant qui feront partie de pack d'options. Petite particularité désormais, le planificateur d'itinéraire peut être déclenchable manuellement ou toujours automatiquement via le GPS embarqué qui va s'activer grosso modo 25 à 30 minutes avant d'arriver à la borne pour prendre la pleine puissance de charge. Là vous le voyez, on s'est retrouvé à prendre un dos d'âne à 25-30 km/h et malgré la suspension hermétique, c'est un petit peu un confort, dirons-nous, légèrement ferme. Pas forcément ce qu'il y a de plus agréable au quotidien. Et ça, c'est bien dommage. Car vous allez perdre, justement, cette espèce de confort qui était l'ADN, la signature de Mercedes-Benz. Le véhicule va être agréable, va être agile, mais n'aura pas forcément cet agrément de confort super smooth au quotidien. La sonorisation est très correcte, même si on va retrouver quelques petits bruits parasites dans des trains roulants. On a surtout pas mal de retours par rapport à la route. Pas beaucoup aux environs extérieurs. On a également ce vitrage acoustique, double vitrage à l'avant, feuilleté à l'arrière. Attention, selon les finitions, vous n'aurez pas forcément le même feeling avec les sièges, avec le volant. On a pu en faire les frais hier. On avait une version Avant-Garde Light, certes très équipée, 12 000 € d'options, mais qui ne reprenait pas ce volant. Et franchement, la prise en main est totalement différente. L'assise est différente et des gabarits comme moi un petit peu fins vont vite se sentir engoncés, pas forcément à leur aise, surtout que l'assise n'est pas réglable sur les mêmes plages. Et donc je vous conseille fortement de prendre la version AMG Light pour avoir ce volant certes plus joli, mais surtout plus appréciable à prendre en main, avec un meilleur retour des boutons, un meilleur feeling, et puis surtout cette position de conduite qui est plus naturelle. En termes de présentation intérieure, on est sur quelque chose qui fonctionne bien. Pareil, si vous avez les bonnes options, la bonne version au catalogue, là on va avoir cette petite applique Art Déco, on va avoir ces jolis aérateurs ici, un bandeau lumineux qui passe tout du long, ça fait un peu Cupra d'ailleurs. Et puis vous allez retrouver évidemment pléthore de fonctionnalités, ainsi qu'un son Burmester que vous pouvez avoir en 3D ou en 4DX, avec des vibrations dans le siège selon les versions, pour un son plus immersif. Un son toujours appréciable chez Mercedes, un son toujours juste, avec une belle restitution sonore, jamais dans les sbroufs, et ça c'est très appréciable, et d'ailleurs ça vient un peu finir la contreporte, puisque ce son Burmester a un plaquage sur les enceintes qui est très élégant, qui apporte un joli côté habillé, mais là, on le rappelle, on frise, on frôle, on atteint les 100 000 €, 99 300 € pour ainsi dire. Donc c'est assez compliqué à défendre. Sur la partie efficience, Mercedes a beaucoup travaillé sur le design, mais a surtout travaillé sur des fonctionnalités, la One Box. Alors, fonctionnalités qui sont d'ailleurs dédoublées en termes de praticité, ou plutôt d'habitude. Sur le lancement de la CLA, Mercedes avait lancé la régénération et la récupération via le sélecteur de vitesse qui en a dérouté plus d'un.
celui-ci a désormais rajouté des palettes. Palettes de régénération sur 3 niveaux. On va avoir le D, récupération normale, qui est quasiment une roue libre. Le D+, qui là en l'occurrence n'apporte aucune récupération. Et surtout le mode qui va nous intéresser le plus, le mode D-. Le mode D-, dites-vous que c'est une récupération jusqu'à 300 kW à la décélération. Cela n'active que dans 1% des cas les vraies plaquettes ou disques du véhicule, tant et si bien qu'on a un mode maintenance sur nos plaquettes pour venir appuyer, venir freiner, venir ancrer du freinage via les plaquettes pour éviter que celles-ci ne fassent du dépôt et ne rouillent. C'est pour vous dire la performance du système OneBox, une décélération assez forte, assez importante, permettant de gagner de précieux kilomètres dans ces phases de décélération justement. Et on a donc couplé à un one pedal, si vous le lâchez totalement, le véhicule va aller jusqu'à l'arrêt. Alors contrairement à d'autres constructeurs, le mode D- est vraiment plus efficace. En revanche, on aurait peut-être apprécié un mode intermédiaire entre les deux, entre le D et le D-, qui soit un peu plus souple, sans qu'on ait vraiment besoin de freiner, de piler. Mais en fait, tout va se faire à la pédale d'accélérateur. Le véhicule va être vraiment efficace à la pédale d'accélérateur, vous le voyez. Là, le véhicule s'arrête, littéralement. Vous êtes sur un one pedal au sens propre du terme. Vous le voyez, les consommations sont maîtrisées dans la verve de ce qu'annonce Mercedes, à peu près 15 kWh au 100, voire moins. Là, avec 27 minutes de route, on peut déjà le constater, la voiture se stabilise. Le fait d'être en D-, donc la régénération maximale, y est pour beaucoup. Vous qui arrivez sur cette vidéo, si vous avez tenu jusque là, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour nous, c'est important qu'on puisse se développer, puisque ce n'est pas notre réseau social principal. Comment ne pas aborder un détail, l'ergonomie, car les boutons physiques se font rares, très rares. Si certains ont été remis en molette physique, notamment sur le volant par rapport aux anciennes productions Mercedes, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de boutons ici. On retrouvera quand même quelques jolis boutons. Le Dynamic Select pour les modes de conduite, comme on a pu le voir, allumer la caméra de recul, éteindre les écrans. On peut éteindre le système ou les écrans. Ça peut être pratique la nuit. Et puis on va avoir notre petit assistant personnel. Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Quelle température fait-il dehors? Carte météo affichée. La visualisation dépend de l'échelle de la carte. Alors vous le voyez, ça fonctionne parfaitement si vous n'avez pas un CarPlay qui s'affiche par-dessus, puisque la météo s'est affichée derrière, mais n'a pas pris le pas sur le CarPlay, ce qui est un peu dommage, puisque c'est absolument ce que je lui demandais sur le moment. Bon, c'est pas grave, on a un écran quand vous allez sur la clim qui fait un peu foutoir. En fait, tout est à peu près dans la même teinte, donc on a du mal à savoir quelle fonctionnalité appartient à quoi, mais c'est une habitude à prendre. Hey Mercedes. Je vous écoute. Baisse la ventilation au minimum. Très bien, je règle la ventilation au minimum. Et vous voyez, ça fonctionne parfaitement, c'est fluide. Et j'ai même pas eu à quitter la route des yeux. On va aussi avoir une fonctionnalité phare sur ce GLC. Ça va se passer au niveau du toit, le Sky Control que vous allez pouvoir opacifier par segment. Vous allez aussi pouvoir donner des motifs à bord du véhicule. Vous voyez, on peut prendre un segment et le rendre plus opaque ou plus clair d'un coup. Et derrière, vous allez aussi pouvoir mettre des petites étoiles la nuit, ce qui va vous permettre d'avoir une ambiance conférée assez chaleureuse. Alors tout ça est en option. Le toit panoramique, lui, déjà teinté et de série sur le GLC. A noter d'ailleurs qu'on va pouvoir changer l'affichage derrière le volant et ainsi récupérer les informations de Waze de votre CarPlay. Ça c'est bien pratique, surtout si vous voulez garder cet écran version homme sur le GPS de la voiture et avoir les infos Waze juste ici. Ça peut être pratique. Alors, point positif, on a plutôt une bonne visibilité, bonne rétrovision. Vous voyez, on n'a pas de rétroviseur caméra, on n'a pas besoin. À l'arrière, on y voit très bien. Point négatif, les montants latéraux ici sont assez imposants, comme dans GLB, comme dans CLA Shooting Brake. Et ce qui fait qu'on peut, lors d'un passage piéton, ne pas apercevoir une personne ici. Ça, pour la rétrovision, c'est franchement pas fou. Ça pourra nuire dans certaines situations et on aurait préféré que ça soit fait différemment. Mais les structures des voitures, surtout sur plus de 2 tonnes, nécessitent des montants et des piliers assez épais, assez denses, qui nuisent généralement à un endroit. Et là, en l'occurrence, il s'agit de la visibilité, ce qui est quand même un équipement sécuritaire. Vous l'aurez compris, ce Mercedes GLC est une franche réussite dans son package d'équipement. Il le fait vraiment très cher payé, surtout par rapport à des concurrents
qui peuvent descendre allègrement sous les 50 000 euros. Désormais, on n'ira même pas sur le terrain de Tesla avec le modèle Y, mais qui est quand même un véhicule comparable en termes d'autonomie, en termes de gabarit, en termes de coffre, en termes de côté efficience et côté familial. On pourrait un petit peu l'intégrer, mais on peut même aller chercher et chatouiller du Zeekr 7X qui est un concurrent chinois qui se veut un peu premium, ou par exemple pourquoi pas un Xpeng G9 qui est encore plus gros et qui est pas plus cher, voire un chouïa moins cher. Donc on va avoir quand même beaucoup de difficultés. Là où Mercedes doit se positionner, c'est en loyer, c'est dans les car policy. Bon, vous le voyez, pour s'extraire d'une situation un peu difficile, c'est un régal, un petit coup de volant, un petit peu d'angle, 4,5 degrés sur les roues arrière directrices et ça fonctionne parfaitement. Donc ce véhicule, avant d'avoir un grand écran, avant d'avoir une débauche de technologie, eh bien il est agréable à emmener, même sur route mouillée, même sur sol un peu gras. On s'y sent bien, c'est agréable, c'est sécurisant et je pense que vous prendrez beaucoup de plaisir à le rouler. Ça c'est une première chose. Surtout que comme je vous le disais déjà, avec ce gabarit un petit peu break surélevé plutôt que SUV, on a un toucher de route qui est assez appréciable. Et ça, beaucoup de voitures concurrentes ne savent pas le proposer. Même si le BMW iX3, à ce niveau-là, c'est complètement proposer une proposition différente mais tout aussi dynamique. Forcément, en montagne, vous pouvez des fois être apeuré par la consommation de votre véhicule en montée d'un col et arriver en haut du col avec 50% de batterie utilisée. Mais in fine, vous avez la descente et la régénération avec cette fonctionnalité Onebox est absolument phénoménale. Donc vous allez récupérer beaucoup de batterie et avoir fait quasiment un statu quo. Alors attention, hein, on n'est pas non plus sur 0% de consommation, mais vous allez avoir des consommations une fois le col terminé qui finalement s'équilibre même bien. Vous avez donc parfois la sensation que vous ne pourrez pas aller d'un point A à un point B en montagne. Faites attention quand même au dénivelé positif qui peut vous permettre de récupérer beaucoup d'autonomie. On peut apercevoir quelques instants l'éclairage d'ambiance en mode nuit qui est assez présent. J'espère qu'on peut désactiver tous ces écrans en roulant. Là vous le voyez, on a une vue paradisiaque, on a un col paradisiaque, on peut mettre à mal ce Mercedes GLC 4MATIC et on se rend compte que finalement avec les roues arrière directrices, le véhicule prend peu d'angle et super agréable à manier, même si on essaie de ne pas couper les petits enchaînements de virages. C'est plutôt agréable. On va avoir le mode Dynamic Select qui va vous permettre de changer de mode de conduite, un mode sport pour avoir plus de performance, un mode éco, un mode individuel et un mode terrain. Chacun va avoir sa particularité. Le mode éco va même être légèrement plus confortable que le mode sport puisqu'on n'aura pas cette sensation d'accélération complète et ça c'est vraiment agréable. Et puis on a le mode terrain, celui sur lequel vous allez pouvoir gérer et influer sur la hauteur de caisse. On prend un Dodan à 25 km/h en mode confort, vous voyez ça change tout. On a une voiture qui est plus smooth, plus agréable à conduire. Et là, vraiment, ça devient appréciable de déplacer ce GLC. En tout cas, à conduire, il se passe quelque chose. Et ça, c'est vraiment la première des marques de fabrique des Européens. Le toucher de route, c'est respecté dans ce Mercedes GLC. Bon, comme vous avez pu le constater, le début de cette vidéo s'est fait à bord de ce GLC car il me semblait intéressant de parler d'équipement complet, d'interface, d'innovation et surtout d'OS propriétaire MB.OS, Mercedes-Benz OS. Sur ce nouveau GLC que l'on a aujourd'hui sur deux versions. J'ai pas l'habitude de vous présenter des véhicules en format horizontal, vous avez pu le constater. Je vous demanderai simplement de nous donner des petits retours en commentaire de ce que vous avez pensé de ce format un peu différenciant. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, on part de zéro concrètement, 3000 abonnés. Merci à ceux qui l'ont fait déjà de s'abonner au départ. Merci à ceux qui nous rejoindront en tout cas. Et vous retrouverez tous les détails du Mercedes GLC, intérieur, design, extérieur, expérience de conduite, tarifs et mes coups de gueule sur Capsule en format vertical, en format capsule tout simplement. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Capsule sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook et bien évidemment sur YouTube, même en format short.